Nous retournons à Fournolle avec son coucou et sa faune sauvage. Un endroit magique. Les oiseaux sont bien au rendez-vous.
Voici des salaires sélectionnés à l'origine pour le travail. C'est une race de grand format, très charpentée, ce qui fait une bonne mère, avec peu d'accidents de vélage, y compris dans les conditions de vie rustiques. C'est une race mixte, apte à la fois à produire du lait et de la viande de qualité. Bonne grimpeuse, elle n'est pas sujette au vertige, ce qui lui permet de pâturer dans les pentes d'Auvergne. Ici, les rapaces sont nombreux. Quand je vois un cours d'eau assez rapide, je pense tout de suite si je pouvais filmer le cingle plongeur. Il est présent dans la région. Seulement une bergeronnette grise. Cette journée, j'ai parcouru des rivières, mais pas de cingle plongeur. Il n'est pas présent en Bretagne. Prenons l'air au col de Béal. Ce col est situé au cœur des Hautes-Chaumes, vaste plateau dégagé, classé Natura 2000. Point de départ idéal pour de nombreuses randonnées pédestres, VTT et ski de fond.
Ici, trop de vent. Redescendons. Voici Olliergues. C'est une commune de 770 habitants qui se situe à l'extrémité est du département du Puy-de-Dôme, enfermée dans les méandres de la vallée de la Dore, au cœur du parc naturel régional du Livradois-Forez. C'est un beau village. Et en plus, à l'office du tourisme, une personne passionnée de nature m'a dit que le cingle plongeur était présent dans cette rivière. Et ici même, c'est bien son biotope. De l'eau, des rochers et beaucoup d'eau. Ça va être bon. Un rouge-queue noir semble aussi apprécier ce cadre. Une bergeronnette grise. Encore le rouge-queue noir, mâle. Et sa femelle. Il est là. Mais non, c'est un merle noir. Le cingle plongeur, on l'appelle aussi le merle d'eau. Une bergeronnette des ruisseaux.
Je quitte ce charmant village et son cours d'eau sans l'avoir vu, mais promis, je reviendrai avant de repartir en Bretagne. Me revoilà à Fournol d'Azureva et toutes ses bébêtes. En ce matin, -1, -2. Il ne fait pas chaud.
Mais rien pour ce matin. Que celui-ci. Près d'Ambert, dans la si jolie vallée du Laga, un hameau perdu dans la verdure, le moulin Richard de Bas, est le dernier moulin à papier d'Auvergne, région qui fut l'une des toutes premières à produire du papier en France, et ce, dès le début du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, le moulin Richard de Bas est toujours en activité et produit quelques 200 feuilles de papier par jour, destinées aux éditeurs, artistes et autres amoureux de beau papier. C'est également le premier musée vivant de France. Donc je la visite ici. Elle va se dérouler en 3 parties. Alors dans la première partie, on va d'abord un intérieur auvergnat qui comprend la salle commune et la chambre. Ensuite, grâce à une fresque murale, c'est une peinture sur le mur, eh bien on explique un peu les origines du papier. On va voir qui a inventé le papier. Et dans la troisième partie, c'est la partie la plus intéressante, là on verra la fabrication elle-même du papier. Malheureusement, le papetier aujourd'hui n'est pas à son poste, donc c'est moi qui essaierai de vous faire une démonstration de fait. Et je dis bien, j'essaierai. Alors la salle, elle est dédiée à Thomas Richard. Alors c'est son portrait, on verra tout à l'heure. Alors Thomas Richard, c'était un riche papetier. Alors lui et sa famille étaient propriétaires de plusieurs moulins dans la vallée, dont celui-ci. Alors c'est pour ça qu'on a gardé le nom de Richard de Bas. Parce que Richard, c'est le nom de famille. De Bas, ça c'est simplement un lieu géographique. C'est-à-dire qu'on est en bas dans la vallée. Alors Thomas Richard est mort assassiné il y a très longtemps, en 1793. Alors lui, il se rendait à Lyon pour vendre son pied. Et aujourd'hui, on connaît le lieu de ce crime, c'est le col de la Croix de l'Homme mort. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est un petit peu plus haut. C'est sur la route de Montbrison. Et ça, c'est entre le département du Puy-de-Dôme et de la Loire. Donc si un jour vous avez l'occasion de passer, eh bien vous saurez la signification de ce. Alors Thomas Richard a été assassiné simplement par un de ses ouvriers, parce qu'il l'avait renvoyé, donc ça lui a pas plu, et il l'a tué. Donc c'est une vengeance. Par contre, ça n'a rien à voir, on verra plus tard, avec la Révolution, parce qu'on était en pleine Révolution française, ou les brigands. Donc là c'est la salle commune. Les papetiers prenaient leur repas autour de la table. La journée de travail, ici, à la papeterie, elle commençait à minuit et elle se terminait à midi. Alors si vous voulez, c'est une travailler une partie de la nuit. Alors il y avait 2 raisons. La première, eh bien, c'est qu'autrefois, les papetiers croyaient posséder un secret de fabrication de papier. Alors pour être tranquille, pour ne pas être espionné, ils travaillaient la nuit. La deuxième raison, c'est qu'en plus d'être papetiers, eh bien c'est aussi des paysans. Donc la journée, l'eau,
servaient pour irriguer les champs. Et c'est vrai que les journées de travail, elles étaient de 14 à 18 heures par jour. Alors les hommes prenaient leur repas assis à table. Les femmes mangeaient debout, en souvent là, devant la lamé. Ça, lamé au passage, c'est un pétrin, donc à l'intérieur, si vous voulez, elles préparaient la pâte pour faire le pain. Et une fois qu'ils avaient fini leur repas, ils partaient dans les champs. On va passer 36 heures sur les maquis. On va prendre la pâte avec des seaux et on la remet là. Alors, la cuve, elle contient 1500 litres d'eau et de pâte. Ça, normalement, c'est chauffé par un poêle qui est encastré dans la cuve. C'est un poêle à bois, on l'appelle le pistolet. Alors, c'est normalement tempéré à 30 degrés parce qu'il serait malsain de la travail dans l'eau froide. C'est uniquement pour son confort. Au Moyen-Âge, il n'est pas chauffé, donc ça n'a aucune influence sur la qualité du papier. Alors le papetier va faire devant vous deux opérations, l'ouvrage et le couchage. Regardez, en la forme et il la plonge dans la cuve. Là, il a un ressort, une certaine quantité de pâte, il légalise d'un habile coup de poignet. Et c'est là au passage qu'on peut remarquer eh bien, que l'égouttage de l'eau est rapide. Il enlève la couvercle et la couvercle bien le contour de la feuille. Là, il va faire le couchage, c'est-à-dire qu'il va prendre un feutre de laine. Alors, en intercale, chaque feuille entre un feutre. Ça, c'est simplement pour éviter que les feuilles se collent entre elles. Et en retournant la forme avec une pression des bras, vous allez voir, il va la décoller. Alors, il va faire ça 100 fois. Il travaille 100 feuilles par 100 feuilles. On appelle ça une porce. Là-bas, il y a un tas de 101 feutres. Donc, dès qu'il n'a plus de feutre, il sait qu'il a ses feuilles. Pour lui, c'est pas plus mal, hein, ça lui évite de compter. Il faut attendre 1 heure pour faire 100 feuilles. À ce niveau-là, les feuilles, elles sont gorgées d'eau. Donc on va faire partir l'eau. Regardez avec la presse qu'il a. Et tout à l'heure, on verra. Alors l'été, dans la cuve, là, ils vont rajouter des pétales de fleurs. Alors c'est des soucis, des bleus, ramenez-les, pas de fougères. Si vous voulez pour les fleurs, eh bien on les cultive. Donc on va les ramasser le matin dans les jardins. On les épétale et on met tout ça dans la cuve. Alors en plongeant la forme, eh bien le papetier récupère les pétales qui vont venir se mettre au hasard sur la surface de la feuille. Ça c'est un papier de fantaisie. Alors lui il date pas du Moyen-Âge, mais des années 1950. Vous allez en voir à la librairie. On s'en sert pour imprimer des poèmes, cartes de visite, abajoues, etc. L'hiver-printemps, Valérie ne font que du papier de couleur. Le papier à fleurs, la production, c'est généralement de la mi-juillet. Et ça peut aller jusqu'au mois de septembre-octobre, c'est-à-dire tant qu'il y a des fleurs, c'est dans la couleur. Donc voilà comment il fait ses fleurs. Oui. Il y a combien de feuilles par papier? 100. 100 feuilles.
Les papetiers passaient des feuilles sur l'accord. Et ça laissait la trace de l'accord. Donc ils ont abandonné la méthode. Maintenant, ils font de l'autre côté, comme pour le linge, avec des pinces à main. Alors 20% d'humidité se colle plus entre elles, donc ils vont les faire sécher deux par deux. Et à chaque fois, ils rajoutent un morceau de papier, simplement pour éviter la marque de la pince à linge. Alors on a aussi des saisons qui sont meilleures pour faire sécher les feuilles. Généralement, c'est le printemps et l'automne, parce que l'hiver, le papier sèche promptement, l'été trop vite. Un temps moyen, c'est une semaine. Alors elles vont se gondoler, et on va les repasser. L'opération, c'est le laminage. Alors le laminage, ça consiste à faire passer les feuilles entre deux cartons sous deux ciments. Ça les met à plat et ça écrase le grain du papier. La dernière opération, c'est le triage. On va trier toutes les feuilles. Parce que des fois, il y a des trous, des cheveux, ça leur arrive, hein. Donc ils mettent le papier de côté. Parce que les feuilles de deuxième choix ne sont jamais vendues. Par contre, dans certaines, ce sont les bords qui sont éliminés. Donc dans celle-ci, ils en recouperont quand même quelques articles que vous allez retrouver en bas à la librairie. Alors ça, c'est sous forme de petits carnets, cartes de vœux. Ce chemin des papetiers nous emmène aux alentours du moulin pour découvrir sa région et ses 6 nombreux moulins le long du ruisseau de Laga. Durée de la promenade environ 2h30.